Bonjour, merci d'être là. Je suis ravi d'être avec vous ici à Tourentech. Merci beaucoup à l'équipe Tourentech d'être là à l'affût. Merci. Je sais qu'avant, c'est beaucoup de travail, pendant, puis aussi après. Donc, dormez bien ce week-end et profitez-en. Donc, moi, je vais vous parler d'un sujet qui je ne pensais pas rassembler tant de monde que ça. Donc, je suis très ravi qu'il y ait autant de monde ici. C'est la preuve de programme. Je suis William, je suis dev de longue date, mais à la fin de mon cursus et puis pendant mes premières années professionnelles, j'étais plongé dans cet univers de preuves formelles de correction de programme. Et donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment est-ce que ça se compare avec les tests et peut-être essayer de conclure des choses sur les tests. Alors pourquoi proposer ce genre de talk ? Apparemment, il faut commencer par pourquoi. Il y a quelqu'un de très célèbre qui dit ça beaucoup. Alors, les personnes qui me connaissent savent que je suis en train de faire de l'ironie. Des propositions potentielles, c'est, je trouve, de mon point de vue en tant que coach des équipes, que les tests automatisés, c'est pas si répandu qu'on voudrait. Alors, ça a beaucoup progressé ces quelques dernières années, mais encore. Il y a des lacunes et puis aussi, est-ce que c'est vraiment des tests qui sont utiles ou pas à l'équipe? Est-ce que c'est pas une charge de travail supplémentaire qu'autre chose? Et puis, le TDD, une méthode que j'aime pas mal. Je trouve que c'est pas applicable partout, mais ça peut être très intéressant. Le TDD, c'est encore moins répandu que les tests automatisés. Alors, si on veut vraiment creuser une raison réaliste de pourquoi je fais ce genre de talk, c'est plutôt ça. La troisième raison, c'est que, en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas baigné dans cet univers, que je n'ai pas utilisé des compétences que j'ai acquises pendant 5 ans et que j'ai juste envie d'étaler mon savoir sur un sujet qui vous servira probablement à rien. Donc, il y a une partie du talk qui va être sur des choses, sur les tests automatisés, sur différents types de tests. Après, il y a toute une partie où je vais vous montrer, vous allez faire pour certains et certaines vos premiers pas dans qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, d'essayer de prouver un programme, prouver que ça marche dans tous les cas. Et donc, il y a un début, j'espère que vous allez comprendre. Mais s'il y a toute une partie que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Je vais vous montrer au début que en fait, ce ne sera pas applicable à votre quotidien parce que votre contexte ne s'y prête pas. Alors, j'aimerais quand même faire passer un message parce que je trouve qu'on parle beaucoup des tests, mais pas de façon très utile des fois. Et j'aimerais rappeler que le test, c'est vraiment un monde à part entière. On peut se dire, le test, écrire des tests automatisés, c'est comme écrire du code, ça se fait avec les mêmes langages, ça se fait à peu près avec la même syntaxe, il y a une bibliothèque supplémentaire, certes, mais bon, c'est comme apprendre une bibliothèque lambda, quoi, pour faire des API ou autre chose. Mais non, c'est pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui ressemblent, c'est vrai qu'il y a des langages, on peut utiliser les mêmes langages, mais le problème, c'est que il y a quand même des usages, des manières d'écrire qui ne sont pas pareilles. Il y a des techniques aussi de test. Ça ne sort pas de nulle part. Il y a toute une culture, enfin pas seulement une culture, mais aussi tout un état de l'art autour du test logiciel et qui, si vous embarquez de plus en plus dans les tests automatisés, il serait intéressant d'aller regarder tout ce qui se fait depuis des décennies sur le test logiciel. Et plutôt de s'informer là-dessus que de rester sur ses a priori. Il y a des techniques propres. Moi, une des choses que j'essaye d'alerter les équipes, c'est qu'on ne refactorise pas le code de test comme on refactorise du code de production. Est-ce que vous connaissez la triptyque AAA, arrange, act, assert. Arrange, act, assert. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça ? Oui, un petit peu. Donc c'est une manière d'écrire le test en 3 phases. C'est d'abord, je arrange les objets que j'ai envie de tester. Ensuite, j'agis sur ces objets-là. Et après, je fais des assertions sur le résultat ou l'état qui en résulte. Eh bien, pour moi, il est très périlleux de mettre des refactorisations qui vont mélanger ces 3 phases-là. Moi, je recommande généralement aux équipes
de refactoriser la partie arrange, de refactoriser la partie act et de refactoriser la partie assert, mais pas nécessairement de mélanger, ou en tout cas de se poser la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir une seule fonction qui va faire le arrange et le act en même temps. Même si j'ai plein de cas de test qui font la même chose, la même partie arrange et la même partie act, est-ce que ça va réellement être encore lisible si je refactorise les deux? J'émets des doutes. Souvent, je trouve que ça vient empiéter à la lisibilité du test, ce qui est pour moi une des réelles valeurs du test, c'est que quelqu'un qui connaît le métier mais qui ne connaît pas le code est capable de lire votre test et est capable de dire « oui, c'est bien ça que je voulais que vous fassiez comme fonctionnalité ». Il y a des choix à faire. On ne peut pas tester tout en même temps. On ne peut pas tester à la fois l'habilitation, l'accès à différentes fonctionnalités, des fois en même temps que de tester les fonctionnalités elles-mêmes. Ce n'est pas toujours le cas. On ne peut pas toujours tester la charge et la fonctionnalité en même temps. Souvent, c'est mieux de tester la fonctionnalité et la charge dans des tests différents. Donc il y a des choix à faire quand on teste. Il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de tester? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de tester? Et ce n'est pas grave si vous ne testez pas tout. Et bien sûr, on va tester des choses à part. Ce n'est pas parce que A fonctionne et que B fonctionne que A plus B fonctionne. Donc on va peut-être aussi avoir des tests qui vérifient l'intégration de ces choses-là. Et puis, in fine, quand même quelques tests manuels pour capter les choses qu'on n'arrive pas à faire de manière efficace automatiquement. Bon, j'ai écrit un article qui donne surtout quelques références à d'autres choses qu'on pourrait lire, qui pourraient être intéressantes pour aller s'informer plus sur le sujet. Alors, et si c'était pire? Et si ce n'était pas les tests qu'il fallait faire? Oui, il faut faire des tests, à la fois automatiques et manuels. Et si, pour mettre en production, c'était encore pire? Et je ne parle pas de ITIL ou de Change Advisory Board et de toutes ces chaînes de validation qu'on pourrait mettre en place usuellement dans les entreprises. Je parle d'exigences réglementaires sur la manière de développer le logiciel et aussi les exigences de validation qu'il faut faire avant de pouvoir mettre en production. Donc il y a deux choses qui existent en Europe et qui sont utilisées aussi dans d'autres pays du monde, qui sont les critères communs et les Evaluation Assurance Level, donc les niveaux d'évaluation d'assurance. Et donc c'est ce qui est utilisé pour savoir déjà, quand on veut mettre tel produit à informatiser en production avec des personnes qui vont être des utilisateurs dedans, quel est le niveau qu'il faudrait atteindre selon le contexte où le produit va être mis et aussi comment atteindre ce niveau-là. Donc, on recense à peu près 7 paliers de niveau d'assurance et on ne va pas viser le même niveau selon le contexte. On va viser des niveaux très hauts, surtout pour les systèmes qu'on appelle les systèmes critiques. Un système est dit critique, dans ce jargon-là, quand une défaillance peut causer des dommages matériels, mais surtout humains. Je pense à des avions, je pense à des trains autopilotés. Est-ce qu'il y en a qui ont pris la ligne 14 du métro parisien? Il y en a pas mal. Ok. Vous êtes sûr quand vous montez dessus ou vous hésitez un petit peu? Très sûr, ça va? Vous êtes sûr en les devs qui ont été faits pour le logiciel de pilotage? Est-ce que vous êtes sûr en la qualité des capteurs qui vérifient la distance, la vitesse du truc et pour voir à quelle distance est la fin du quai suivant? Est-ce qu'il n'y a pas un train qui empiète sur le passage? Ça va? Est-ce que vous savez que techniquement, ce n'est pas fait sur la ligne 14, mais techniquement, le logiciel qui a été développé permet de faire circuler à la fois des rames automatisées, mais aussi des rames manuelles. Et oui, et du coup, le facteur humain de qu'est-ce qui se passe dans plein de cas où le train précédent est piloté manuellement par un humain et qui fait peut-être des choses inattendues. Et donc, la rame derrière qui est automatisée doit bien réagir. Alors, ce qui est cool dans un train, c'est que quand le système détecte qu'il y a un gros problème et qu'il faudrait une intervention humaine pour réparer la chose, il y a ce qu'on appelle un état sûr. C'est on arrête tous les trains sur la ligne ou dans la périphérie. Quand on parle d'avion, malheureusement, il n'y a pas tellement d'état sûr. Donc, il faut d'autres assurances. Je ne vais pas détailler tous les niveaux d'assurance, mais
je vais surtout pointer du doigt, à partir d'un certain niveau, il y a ce mot « formel » qui entre en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir d'un certain niveau d'exigence, non seulement il faut tester à la fois automatiquement et manuellement, il faut aussi qu'il y ait une méthodologie semi-formelle ou pleinement formelle qui ait été mise en œuvre pendant le développement du projet. Et vous adorez le cycle en V, je pense. Eh bien, c'est en fait à chaque étape de ce cycle en V, même si on pourrait rapporter ça à des méthodes plus agiles, eh bien, on va y mettre potentiellement de la formalisation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va dire ce qu'on aurait dit avec du langage naturel, on va le dire avec un langage mathématique. Et ensuite, potentiellement, si on veut vérifier quelque chose de façon formelle, on va donner nos exigences, toute notre spécification qu'on a écrite, la spécification fonctionnelle détaillée, on l'écrit en français, ok, et après, on va l'écrire en maths. On va définir mathématiquement nos termes, on va énoncer les axiomes sur lesquels on va s'appuyer, et puis ensuite, on va énoncer des théorèmes, on va se dire, ok, je voudrais que pour toute situation de telle sorte, bien qu'il y ait telle action qui soit prise. Et puis après, je vais démontrer ce théorème. Et dans la validation du système, non seulement il faut que tout ça, pour un système pleinement formel, donc le EAL7, il faut que la formalisation soit faite à toutes les étapes et qu'il y a une personne extérieure qui vienne vérifier ça aussi, parce qu'on ne va pas faire confiance uniquement à l'équipe qui implémente et à son entreprise de faire cette vérification. Donc vous imaginez à votre prochaine revue de code, c'est déjà des fois gênant d'avoir une revue de code avec une collègue qui est peut-être un peu maladroit. Alors imaginez quelqu'un du fisc qui vient, qui fait « montrez-moi votre code, montrez-moi vos PR ». Voilà. Alors pour quelques exemples, beaucoup d'OS sont EAL4 ou voire EAL4+. Donc ça veut dire qu'il y a conception, tester, vérifier méthodiquement. Le plus, des fois, ça veut dire qu'ils ont quand même mis un petit peu de formalisation, pas de manière sur tout l'ensemble, mais sur certaines parties. Et notamment Microsoft Research a fait pas mal de choses, de recherche dans la spécification et la vérification automatisée des systèmes avec des applications sur différents outils qu'ils développent. La technologie Smart Card a été vérifiée EL5 et la ligne du métro 14, alors j'ai pas pu trouver des sources exactes, mais a priori c'est au moins EL6, voire EL7. Donc, ce que je voudrais vous dire par là, c'est que ça pourrait être pire, mais c'est normal que vous ne soyez pas nécessairement confrontés à ça, parce qu'en fait, ça va vraiment ajouter un énorme surcoût sur le projet, de devoir atteindre ce genre de niveau, et ça ne va pas être justifié dans tous les contextes. Si votre application web tombe en panne, ok, il y a peut-être un impact sur votre chiffre d'affaires, mais il n'y a pas mort d'homme et vous n'avez pas une dégradation matérielle des biens que vous manipulez dans l'entreprise. Alors, ce que je vais vous faire maintenant, c'est faire un peu de live coding. Donc, il va falloir qu'on invoque les dignités du live coding pour que ça se passe bien. Et je vais vous prendre un exemple comme ça, c'est l'algorithme de trifusion. Ça va, normalement, vous êtes tous et toutes passées par une formation ingénieur qui vous a montré dès le départ comment faire différents algorithmes de tri et comment montrer pourquoi ça marche et les complexités algorithmiques, c'est ça? Bon, on verra vite fait l'algorithme, je pourrais le décrire pendant le truc, mais on va surtout regarder comment on pourrait les tester, à la fois avec 3 méthodes différentes, avec des tests par cas. On va énoncer des cas d'entrée et le cas sortie auquel on s'attend. On va faire par test de propriété. Donc on va énoncer une propriété et on va voir qu'il y a des bibliothèques qui permettent de prendre cette propriété-là, de générer plein d'exemples et de vérifier est-ce que cette propriété est valide pour tous les exemples qui auraient été générés. Et puis enfin, on va regarder ce qu'il en est pour la preuve formelle. Hop, voilà. Donc, bon, ça. Alors, ça, on verra après. Voici une implémentation du trifusion en Python. C'est une implémentation possible. Donc, l'idée de base,
c'est quand j'ai une liste à trier, je vais scinder cette liste en deux parties, je vais trier les sous-parties, et ensuite je vais fusionner les deux listes triées résultantes. Et quand je fusionne, en fait, vu que je sais que les deux listes que j'essaie de fusionner sont triées, eh bien, il suffit de regarder les deux premiers éléments, de me dire c'est qui le plus petit entre ces deux-là. Celui qui est le plus petit entre ces deux premiers éléments de ces sous-listes, c'est forcément le plus petit de tout l'ensemble. Et donc je le prends et je le mets en tête. Et après, je continue à fusion avec les éléments suivants des sous-listes. Bien sûr, celui qui était plus grand, il reste là. Donc je divise ma liste en deux, je trie la première sous-liste, je trie la deuxième sous-liste, et ensuite je fusionne les deux pour avoir une liste triée dans l'ensemble. Ok, maintenant comment est-ce que je pourrais faire pour tester ça? Donc là j'utilise une bibliothèque qui est Python, qui est très répandue pour Python, et qui me permet avec ces petites syntaxes de ne pas réécrire à chaque fois le même cas de test, parce que finalement mon cas de test usuel ça va être je prends une liste, je trie, et puis je vérifie si la liste résultante, à la fin, elle est bien égale à ce à quoi je m'attendais. Et je vais pouvoir, ici, entre parenthèses, dans les lignes, là, à partir des lignes 8, je vais pouvoir ajouter mes exemples, et tous les exemples que je vais écrire vont être testés tour à tour. Donc, est-ce qu'il y a un premier exemple qu'on pourrait essayer d'utiliser? On me propose la liste vide. Donc, si j'ai en entrée une liste vide, qu'est-ce que je devrais avoir en sortie? Une liste vide. Alors, est-ce que mon test fonctionne? Ouais. Alors, il y a marqué 2 tests passés parce qu'en fait, c'est un autre test. On verra les tests de propriété qui ont réussi aussi. D'ailleurs, je pense que je peux faire un truc comme ça. Voilà, pour avoir uniquement les tests par cas que je veux. Ok. Un autre exemple. Une liste déjà triée. Donc, si j'ai une liste déjà triée, je vais avoir quoi en résultat? La même chose. Ok. Alors j'ai pris des entiers, j'ai pas demandé, hein, mais une autre proposition. Il faut essayer de mettre à mal mon algorithme. Peut-être qu'il y a un bug. Hein. Oui. Ok. Bon, j'ai l'impression d'avoir bien fait mon boulot. Enfin, je suis de plus en plus confiant. Une dernière proposition avec des doublons. Ça, c'est intéressant. Oui. Alors, quoi par exemple? Pardon? Alors, hop. Et donc, ça devrait être... Ok, ça passe. Alors, autre chose, ma méthode, enfin ma fonction devrait marcher non seulement, enfin sur des listes de n'importe quel type, à condition que le type soit ordonné. Donc, ça devrait aussi marcher sur des chaînes de caractères. Donc, ça peut être cool de mettre. Yes, ça a l'air de passer. Cool. Bon, voilà. Les tests par cas. Alors, une des faiblesses des tests par cas, c'est que si vous voulez vraiment avoir beaucoup de couverture, il faut être ingénieux sur les cas à sélectionner. Donc, on a essayé de faire des doublons, des choses à l'envers. On peut essayer de faire un truc en dents de scie. Enfin, il faut être ingénieux sur les tests qu'on veut couvrir. Et puis aussi savoir s'arrêter. Parce qu'on pourrait mettre tous les exemples de la Terre entière. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on a un retour sur investissement là-dessus?
Donc on va passer maintenant à une autre façon de tester, c'est le test par propriété. Donc là, je vais m'appuyer sur une bibliothèque en Python qui s'appelle Hypothesis. Ce n'est pas la seule bibliothèque en Python qui existe pour faire ce genre de choses. Et puis, si vous n'aimez pas le Python, il y a plein d'autres langages qui ont aussi des bibliothèques pour faire des tests par propriété. Une des premières bibliothèques, en fait, c'est QuickCheck, qui a été écrite pour Haskell. Et beaucoup, en fait, ont copié sur les fonctionnalités que QuickCheck fournissait. Et d'ailleurs, beaucoup de bibliothèques qui font ça, ils s'appellent quelque chose QuickCheck ou un dérivé du nom. Donc ici, quelles sont les propriétés que je pourrais énoncer sur un tree? Alors voilà, je vous donne une, c'est à la fin, la liste est triée. Alors comment je fais pour savoir si la liste est triée? Eh bien, un petit jargon de Python, je vais prendre une fonction qui va prendre ma liste et qui va faire des fenêtres glissantes de longueur de 2. Okay, donc j'itère sur ma liste, mais avec une fenêtre glissante de longueur 2. Ce for x, y, in, ça, en fait, ça va itérer sur toutes ces paires. Vu que ma fenêtre est de longueur 2, en fait, je peux prendre chacun de ces deux éléments, de leur donner un nom, x, y, et donc for x, y, in window x is 2, c'est regarde pour tous les éléments x, y de fenêtre là-dessus. Et puis, je veux que tous ces éléments-là, eh bien, que le x soit plus petit ou égal au y. Et donc, si ça, de proche en proche, j'ai tous mes éléments qui sont triés, c'est OK. Alors, par contre, il faut que je fasse une exception, c'est qu'en fait, le window 2, là, il ne va pas fonctionner si j'ai aucun élément dans la liste ou si j'en ai qu'un seul. Donc, ceux-là, il faut que je les écarte, et c'est facile parce qu'en fait, une liste vide, elle est triée, et une liste à un seul élément, elle est triée. Donc, c'est trier soit ma liste à une longueur inférieure ou égale à 1, soit, si je regarde sur toutes les fenêtres de deux éléments, j'ai le premier élément qui est plus petit ou égal au deuxième. Et donc après, je peux énoncer une propriété en demandant, OK, en fait, je demande à Hypothesis de générer des listes d'entiers. Donc il va faire une génération pseudo-aléatoire. Et il va tester ma propriété, je vais trier le truc et je vais vérifier qu'à chaque fois, j'ai une liste triée. Ok, donc là, je vais tester maintenant, je vais sélectionner plutôt, c'est quoi? Prop. Ok. Donc là, j'ai le test que j'ai spécifié, je viens de le lancer, et il passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on peut paramétrer Hypothesis pour qu'il nous donne plus d'informations sur ce qui s'est passé. Donc il dit que, par exemple, quelque part, voilà, il a généré 100 exemples, et alors il y a 98 exemples qui ont passé, il y en a 0 qui ont échoué, et en fait il y en a 4 qui sont invalides. En fait il a trouvé qu'il y en a 4 qui ne marchaient pas. Alors j'ai pas mis de précondition, donc c'est un peu bizarre que j'ai 4 exemples invalides, mais c'est souvent, ce truc-là, c'est qu'il a généré plein de listes d'entiers, mais en fait potentiellement ce n'est pas des listes d'entiers qu'on voulait tester. Des fois, dans notre test, on a une précondition. On veut seulement tester les listes qui correspondent à quelque chose. Bon, dans cette situation, je ne sais pas pourquoi il a écarté certains exemples, mais en tout cas, il en a testé 98. Et sur tout cela, tous ces exemples-là, ça a marché. Alors, bon, je suis désolé de le dire, ça a l'air super cool, hein, mais il y a une implémentation qui marche super bien pour faire passer ce test. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez comment je pourrais refactoriser pour que ça passe tous ces tests de propriété là? Oui. Alors, mince, hop. Voilà, c'est je vide la liste. On va vérifier. Ah oui, effectivement ça passe. Crotte. Alors, est-ce pour autant qu'il faudrait qu'on ne teste pas cette propriété? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas utile de tester quand même que le résultat est trié? Ça reste utile ou pas, vous pensez? Oui, certains disent oui. Est-ce que peut-être on peut compléter avec une autre propriété? Est-ce qu'il y a une propriété souvent implicite d'un tri qu'on aimerait bien avoir?
Alors les listes font la même taille, ça c'est intéressant, oui. Voilà, qu'il y a tous les éléments dans la liste de résultante, on retrouve tous les éléments qui étaient dans la liste de départ. Est-ce qu'il y a un mot mathématique pour décrire ce genre de relation? Injection, pas tout à fait. Pardon? C'est pas une bijection. Alors, ça s'apparente un petit peu à une bijection. On peut dire qu'il y a une bijection entre les. Mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, on peut établir une bijection entre des choses tant que les listes sont la même longueur et qu'il y a les mêmes quantités de chaque doublon. On pourrait établir une bijection. Donc, c'est pas tout à fait ça. Un autre mot, permutation. Voilà. Donc, on va essayer de décrire est-ce que c'est une permutation ou pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vérifier qu'une liste est une permutation d'une autre? Oui. Ah, ça c'est très bien, c'est ce que je vais faire. Alors, il y a un piège, c'est qu'en Python et dans d'autres langages de programmation, dans la bibliothèque standard, vous retrouvez une fonction qui permet à partir de n'importe quel itérable, vous génère l'ensemble des permutations des éléments de ce truc-là. Le problème, c'est que si on le lance avec le moteur de test de propriété Hypothesis et plein d'autres moteurs, hein, ce n'est pas une faiblesse de ça, c'est une faiblesse de la technique, entre guillemets, c'est une limitation de la technique, c'est qu'en fait, il va essayer de générer des listes petites, mais aussi des listes très très grandes. Et là, le nombre de permutations, eh ben, ça explose. Donc, générer les permutations et vérifier que le résultat est dedans, c'est pas une bonne pioche pour le temps que va durer le test. Donc, on va plutôt prendre une autre fonction. Alors, donc, ce que on m'a suggéré, c'est de faire une sorte de dictionnaire qui compte le nombre d'éléments. Et donc, en Python, il y a ce fameux counter qui est cet objet-là, qui, si je l'initialise avec une collection, en fait, il va prendre chaque élément, il va compter le nombre d'occurrences de chaque élément. Et ça va me donner un dictionnaire entre l'élément et son compte. Et donc si je prends le counter de la liste qui était en entrée et que c'est égal au counter de la liste en sortie, normalement ça veut dire que les deux sont des permutations. Et effectivement, il faut que je compte les éléments parce que si je transforme ma liste en ensemble, ben, en fait je pourrais juste omettre des doublons ou les introduire, auquel cas ça ne va pas marcher. Donc, alors un autre truc c'est que, à noter, c'est que mon algorithme, il modifie la liste. Donc, si j'essaie de demander si... Enfin, comment est-ce que je demande si la permutation, si le truc de départ est bien une permutation du truc d'arrivée, vu que XS, bah, il désigne, sans que je fasse une copie, il désigne à la fois le truc au début et le truc à la fin. Donc, ça ferait permutation XS. Donc, attention, il faut au préalable copier la liste pour qu'on puisse vérifier après. Donc voilà, je vais tester ça. Et il va bien attraper le bug. Et un truc intéressant, c'est que quand ça plante, il va pouvoir me dire quel exemple a planté. Mais généralement, il ne me donne pas l'exemple complet. Il va essayer de réduire l'exemple pour trouver l'exemple le plus petit qui est. Et là, donc, il trouve tout simplement, je pense... Voilà. Peut-être que je remonte un petit peu. Voilà. Il trouve que déjà, le cas avec juste un élément 0, ben ça passe déjà plus. Donc déjà, investigue ce truc-là pour voir. Alors, vu que c'est une génération aléatoire, parfois, il donne aussi l'information du seed, en fait, de génération, pour qu'on puisse ensuite l'engranger à une exécution ultérieure, pour qu'ensuite, on puisse se dire, ben, je veux retester le même cas qu'avant, jusqu'à ce que je résolve le problème. Et ensuite, j'enlève le seed pour qu'il génère plein d'autres cas pour vérifier que je n'ai pas d'autres problèmes ailleurs. Et là, petit problème technique, je vais brancher ma prise de courant.
Ok, donc les tests par cas, c'est cool, mais il faut penser aux bons cas. Les tests de propriété, c'est cool, mais il faut penser aux bonnes propriétés. Alors maintenant, on va voir la preuve. Alors avant de vous parler de preuve, déjà, je vais essayer de vous décrire un petit peu c'est quoi le langage de programmation que je vais utiliser pour faire ces preuves. Donc moi, ce que j'ai beaucoup utilisé quand j'ai travaillé dans ce domaine-là, c'est un truc qui s'appelle Coq. C'est un système, c'est un langage de programmation qui réalise un assistant à preuve de programme automatisé, enfin semi-automatisé parce qu'il y a de l'interactivité aussi, et qui a été créé par Thierry Coquan sur la base de la théorie des constructions, de la logique constructiviste. J'ai pas de charge. Si je branche dans une prise qui ne charge pas, ça ne va pas le faire. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là, qui est français d'ailleurs, donc Cocorico? C'est pour ça Coq. Et aussi, il y a un truc caché, c'est qu'il voulait bien... Enfin, ça le fait rire encore aujourd'hui qu'il y a des anglophones qui prononcent ce mot-là, qui fait une synonyme... Enfin, ça pense à autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé sur un truc qui s'appelle la correspondance Curie-Howard, un bien gros mot pour dire, au fait, les règles de typage des langages de programmation fonctionnelle, ça ressemble vachement aux règles de déduction de la logique. Bon, je m'explique. Une preuve de A et de B, en fait, quelque part, c'est une preuve de A associée à une preuve de B. Ce type-là, on sait très bien. Oui. Si, c'est un bug de mon OS, mais j'ai le petit voyant. Merci. Ok. Une preuve de A et de B, en fait, c'est quoi? C'est un tuple des preuves de A, d'une preuve de A et d'une preuve de B. C'est une paire. Okay. Après, il faut savoir ce que c'est qu'une preuve de quelque chose, mais voilà. Si j'ai une preuve de A et j'ai une preuve de B, pour avoir une preuve de A et de B, j'ai juste à faire la paire. Donc, alors, je ne vais pas écrire de la syntaxe complète, mais A et B, voilà. En fait, c'est une sorte de tuple. Voilà, on connaît les tuples, n'est-ce pas? Alors, un truc qui est un peu moins connu pour le OU, ce serait quoi le OU? En fait, une preuve de A ou de B. Alors, ça n'existe pas dans beaucoup de langages de programmation qui ne sont pas fonctionnels, mais dans les langages de programmation fonctionnels, on a ce qu'on appelle le type somme. C'est un peu, alors c'est le dual de la paire, quoi. Et en fait, c'est un type qui est construit à partir de deux constructeurs. Soit j'ai un truc à gauche, soit j'ai un truc à droite. Alors ça fait un peu penser aux unions, ou en Python, ou en TypeScript, on peut écrire, ce type-là, c'est pas juste ce truc-là, un int, mais c'est int bar string. Alors c'est pas tout à fait la même chose que ça, parce qu'en fait, pour avoir un vrai type somme tel qu'on les a dans les programmations fonctionnelles, il faudrait rajouter ce qu'on appelle une étiquette. Et donc certains appellent les types somme les tagged union, c'est des unions étiquetées. Parce qu'en fait, il y a une information à côté de juste la cellule qui fait référence à l'int ou le string. Il y a aussi une indication qui dit ce qui est contenu, c'est de type entier ou c'est de type string. Okay. Donc, une façon de le noter, ce serait une preuve de A ou de B, soit c'est une preuve de A, ou alors c'est une preuve de B. In L, in R, c'est à gauche, à droite. C'est une information, c'est comme ça qu'on écrit dans les langages de programmation fonctionnelle. On a un constructeur qui est nommé, qui dit, voilà le cas précis qu'on a sous la main. Et je peux faire du pattern matching là-dessus pour déconstruire la chose. Si j'ai une preuve de A ou B, je pourrais très bien déconstruire l'objet pour savoir, en réalité, c'est une preuve de A ou c'est une preuve de B. Et pour terminer, il y a l'implication. A implique B. Et là, je mets bien une flèche avec un seul trait. J'aurais pu mettre avec deux traits, mais on va voir que c'est pareil. Parce qu'en fait, une preuve d'une implication de A
de A implique B, quoi, eh bien, c'est tout simplement une fonction qui prend une preuve de A et qui fabrique une preuve de B. Donc c'est pour ça qu'on a cette notation fonctionnelle de, en fait, une preuve d'une implication, c'est juste une fonction. Ok, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc on peut énoncer des choses qu'on a envie de prouver, on peut définir des choses, et puis on peut énoncer des choses qu'on a envie de prouver, et on peut essayer de les prouver, et Coq va vérifier si c'est bon. Et comment il vérifie? En fait, c'est avec des règles de typage. Parce qu'on a vu que finalement, un truc, comment dire, une preuve de A et de B, c'est un truc qui est typé le tuple d'une preuve de A fois une preuve de B. Donc je peux essayer de faire un truc comme ça. Je peux me demander si je peux essayer de prouver est-ce que pour toute A qui est une variable propositionnelle, est-ce que j'ai bien A et A? Ça paraît con, mais bon, on va commencer petit. Hein. Ok? Et là, il faut que je mette des trucs. Ça va être interactif. Je vais rentrer dans une situation où je vais essayer d'énoncer, de prouver une preuve, de faire une preuve. Et donc, je vais passer un petit peu en mode interactif où, à droite, je vais avoir où j'en suis actuellement. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là? J'ai une proposition, j'ai une variable que j'ai introduite A. Okay, elle est en bas du trait. Ce qui est cool, c'est que je le mette en haut du trait pour pouvoir m'en servir. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de pourquoi, mais voilà. Je pense que vous avez peut-être intuité une fois que vous avez vu la mécanique. Donc je vais introduire ma variable propositionnelle. Ensuite, pour prouver A et A, je vous ai dit, il faut que j'ai une preuve de la partie de gauche et une preuve de la partie de droite. Donc il faut que je scinde ma preuve en deux. Et bien là, il y a une commande pour faire ça, qui est split. Bien. Voilà. Donc maintenant, j'ai deux choses à faire. Avant, j'avais qu'une chose à faire, c'est A et A. Maintenant, j'ai deux choses à faire. J'ai scindé ma preuve en deux. Okay, et je peux même noter ça pour que ça soit plus lisible. Je peux mettre des petits tirets, c'est pas obligatoire, mais c'est permis et c'est bien utile pour suivre dans la preuve. Je me focalise sur la première partie. Alors, je suppose que A est vrai, j'ai une preuve de A. Eh bien, je veux avoir une preuve de A. Et là, je me rends compte que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de preuve de A. Donc, on va rebobiner. Et on va se dire, ah oui, mais en fait, il faut que je suppose que A est vrai pour avoir une preuve de A. Donc, on va refaire. Et là, je vais introduire ma preuve de A. Je la fais en deux étapes. J'ai introduit ma variable. J'ai introduit ma preuve de A. Et ensuite, je scinde en deux. Et là, il faut que je prouve A, sachant que A est supposé. Bon j'ai plus grand chose à faire. Assumption, c'est, regarde le truc que tu as envie de prouver, en fait, tu l'as déjà quelque part dans tes présuppositions, quoi. Et là, pour le prochain cas, c'est pareil. Cool. Alors, autre exemple, je peux essayer de prouver que si j'ai A et B, alors j'ai aussi A ou B. Il faut que je mette Q et D aussi. C'est QFD. Alors A, pardon, hop, voilà. Ok, si j'ai A et B, voilà, je vais introduire mes variables propositionnelles. Maintenant, j'ai A et B. C'est une hypothèse, donc je vais l'introduire. Et puis maintenant, il faut que j'essaie de prouver A ou B. Alors, j'ai le choix. Soit j'essaie de prouver ce qui est à gauche, auquel cas je prends la commande left pour dire c'est juste la partie de gauche que j'ai envie de montrer. J'aurais pu montrer la partie de droite, ça aurait été pareil. Alors, si je choisis de montrer juste A, eh bien, comment est-ce que je peux le faire?
ben en fait, a priori, je l'ai déjà dans mes hypothèses, le A. Mais le problème, c'est qu'il est emballé avec un B. Donc il faut que je le casse. Alors, un peu comme on a fait la séparation dans ce qu'on voulait montrer, ben, je peux faire un split in A et B. Et c'était pas ça. Voilà, c'était plutôt destruct. Et donc maintenant, j'ai en hypothèse, j'ai cassé ma conjonction, et en fait, ça m'a rajouté deux hypothèses qui sont A et B, et du coup, je peux utiliser l'hypothèse A pour montrer mon théorème. Voilà. Ok, alors, on peut faire aussi, définir des fonctions. Par exemple, je peux essayer de définir l'addition sur les nombres. Alors, il n'y a pas de type, il n'y a pas tellement de types de base déjà dans ce système. Alors, tous les types en fait sont définis. Il y a une bibliothèque standard qui définit pas mal de choses usuelles comme les entiers, les listes, etc. Mais ils sont peut-être définis d'une manière un peu inhabituelle pour les personnes qui utilisent des langages de programmation usuels. Donc, alors l'addition est déjà prédéfinie, mais on va regarder comment on pourrait le définir pour l'exemple. Donc, les entiers naturels, c'est le type nat. Donc, les entiers naturels, c'est les entiers qui vont de 0 à beaucoup. Et ils sont construits de cette façon, c'est qu'en fait, il y a deux constructeurs. Il y a le grand O, qui veut dire 0. Donc, un entier naturel, soit c'est 0, soit c'est un truc qui a été construit à partir d'un autre entier naturel. On a rajouté plus 1. Donc, S voulant dire le successeur de. Donc O, c'est 0. S de O, c'est 1. S de O, c'est 2. Et donc là, je peux essayer de définir mon truc. Est-ce que quelqu'un a une proposition? Alors, je vais peut-être quand même commencer à vous montrer cette syntaxe-là. Je peux déstructurer un des arguments et me dire, je vais faire quelque chose dans le cas où j'ai 0 et autre chose dans le cas où j'ai successeur de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un peu une intuition sur comment il faudrait que j'écrive cette fonction? Si je suis dans le cas où y vaut 0, c'est quoi la réponse? Oui. Et si c'est successeur de quelque chose? Donc c'est... Ah oui. Alors ça, c'est une manière de le faire. Une autre manière, alors ça c'est une façon de faire de la récursivité terminale. Une autre manière assez similaire, c'est juste de faire successeur du résultat de x plus y'. Ok? Alors, quand j'essaie de définir ça, il me dit c'est cool, mais c'est un peu sournois. Parce que plus existe déjà. Je vais l'appeler add. Et là, il vous dit, ah mince, add, ça n'existe pas. J'essaie d'appeler add alors que je suis en train de le définir. Donc ça, c'est un truc dans beaucoup de langages de programmation fonctionnels. En fait, des fois, il y a des langages qui aiment bien qu'on signale qu'on est en train de définir quelque chose de récursif. Ok? Et dans Coq, la manière de faire ça, c'est de ne pas mettre definition, donc la manière dont on définit habituellement les autres trucs qui ne sont pas récursifs, c'est de mettre fixed point. C'est une référence mathématique au fait qu'on construit le plus petit point fixe qui répond aux équations. Bon. OK? Et donc là, il me dit OK, et je ne sais pas si vous avez regardé, enfin si vous regardez ici, vous voyez que la définition récursive est gardée sur le deuxième argument. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Coq n'admet pas toutes les définitions de fonctions récursives, parce que, en fait, si on veut, il faut que la fonction termine. Parce que si j'essaie de prouver f de x, une propriété sur f de x pour tout x, et qu'en fait pour certains x, mon f ne termine pas, en fait j'ai pas dit grand chose. S'il termine jamais, si c'est une boucle infinie, ma fonction,
eh ben, en fait, je peux énoncer toutes les propriétés du monde, elles seront toutes vraies. Pourquoi? Parce qu'en fait, f de x n'existe pas. Donc, Coq m'impose de prouver que ma fonction termine. Alors, quand j'ai des situations très simples où en fait, je déconstruis et je ne fais que des appels récursifs sur un élément déconstruit, bah, il sait que y' est forcément plus petit que y, parce qu'en fait, y' a été issu de la déconstruction. Mais quand c'est des cas un peu plus difficiles, eh ben, il va falloir que je le prouve. Donc, par exemple, si je prends cette fonction-là, où j'ai deux arguments, et là, quand je fais des appels récursifs, soit je fais un appel sur m est plus petit, le premier argument est plus petit, ou alors dans un autre appel récursif, le premier argument reste constant et le deuxième est plus petit. Ben là, je ne peux pas dire que c'est décroissant en un seul argument, en fait c'est décroissant en les deux. Et donc il faut que je spécifie à Coq que c'est le cas, avec cette indication mesure. Ma mesure, je vais dire, il y a une mesure qui décroît à chaque appel récursif. Cette mesure, c'est la somme des deux arguments. Mais après, il va falloir que je le prouve. Alors, je vais vous épargner ce truc-là. On va passer aux trifusions. Alors, attention, ça va aller vite. Première chose, dans ma trifusion, j'ai trois étapes. Il faut que je scinde les listes en deux. Il faut que je trie chaque liste, sous-liste, et il faut que je merge. Donc d'abord, il faut que je définisse comment scinder une liste en deux. Okay, bah, si j'ai deux éléments, bah, j'en dispatche un à gauche, un à droite, et puis j'itère sur les trucs. Okay. Maintenant, la fusion, bah, je prends deux listes. Si une est vide, bah, c'est l'autre liste. Si l'autre est vide, c'est le truc. Et si les deux ne sont pas vides, bah, je prends les deux éléments de tête, je les compare, et c'est l'élément le plus petit qui va aller dans la liste résultante, et je réitère récursivement sur le reste. Et bien sûr, il faut que je prouve que ce truc-là termine. Mais c'est assez simple. Bon. Maintenant, en préparation, il faut que j'énonce un théorème sur le fait que la longueur, quand je scinde deux listes, en fait, les longueurs sont préservées. Les longueurs des listes, de la somme des listes résultantes est préservée. Donc ça, je le prouve. Vous me faites confiance, ou vous faites confiance à Coq, parce que s'il dit OK, c'est OK. Et maintenant, je peux énoncer ma fonction de trifusion, qui prend donc une liste, qui va d'abord scinder cette liste en deux, seulement si ce n'est pas la liste vide ou que ce n'est pas une liste unitaire, singleton, et ensuite va trier les deux sous-listes, et ensuite fusionner le résultat. Et donc avant même de prouver quoi que ce soit comme propriété là-dessus, il faut que je prouve que ça termine. Et pourquoi j'ai énoncé mon théorème sur la longueur des listes que je scinde? C'est pour prouver que, en fait, les deux résultats là, du fait de scinder ma liste en deux, bah, les longueurs de chacune des sous-listes est forcément plus petite que la liste globale. Alors plus petit ou égal, parce que quand je scinde une liste vide, bah, ça fait deux listes vides, donc c'est égal. Et quand je scinde une liste singleton, bah, c'est un seul qui est singleton et l'autre qui est vide. Mais donc ça me suffit pour prouver que ma fonction termine. Et maintenant, bah, en fait, ce travail qu'on a fait sur les tests de propriété, ça me permet de savoir quelles sont les deux propriétés qu'il faut que je prouve. Il faut que je prouve que bah, la liste résultante est tout le temps triée, et que les éléments résultants sont une permutation des trucs en entrée. Et très vite, j'ai des trucs à préparer. Il faut que je vérifie que quand j'ai deux listes triées en entrée de ma fusion, qu'en fait la liste résultante est triée. Donc ça, je prépare, je prouve. Et grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir prouver que le trifusion dans son ensemble fonctionne. Et ça, pour la petite anecdote, ça se fait par induction sur la longueur de la liste, enfin sur la liste. S'il y en a des gens qui rappellent si je prouve pour la propriété pour 0 et que si je l'assume pour n, je le prouve pour n plus 1, ça veut dire que j'en conclus que ma propriété vaut pour tous les entiers naturels. Et ça s'appelle la récurrence. Okay. L'induction, c'est une généralisation. La récurrence, c'est uniquement sur les entiers naturels. L'induction, c'est sur tous les types qui sont définis de manière
inductive. Donc je peux maintenant, voilà, et puis après, je fais des choses un peu similaires. Pour prouver la permutation, que je garde bien une permutation lors de mon tri, je vérifie des choses sur quand je fais le split en deux, j'obtiens bien une permutation des éléments initiaux, et quand je fusionne deux trucs qui sont une permutation de la liste initiale, je obtiens encore une permutation. Et à partir de ces deux théorèmes-là, eh bien, je peux prouver que le tri fusion garde bien une permutation. Et quand même, après tout ça, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça marche. Si je teste un cas quand même, eh bien, j'ai bien le résultat. Alors, quoi conclure de tout ça? Je vous rappelle, cette idée de preuve, c'est laborieux. En plus, il faut prouver la terminaison de son algorithme avant même de prouver quoi que ce soit, si c'est un truc récursif. Ce n'est pas le genre de choses que vous allez faire, très communément. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure? C'est que le test, c'est quand même cool. Hein. Si vous devez prouver par A plus B que votre truc marche, c'est un sacré challenge. Et là, c'est que le tri d'une liste. Le test, je rappelle, c'est une compétence à part entière. Si on veut s'y engager, c'est bien d'être armé, d'avoir des personnes qui sont armées avec soi. Le test, c'est plus facile que la preuve. Et si vraiment vous avez envie d'aller plus loin sur cette histoire de preuve, il y a un très bon tutoriel qui sera beaucoup plus doux, qui est proposé en public par l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Leur cours de programmation logique est disponible gratuitement. Il n'y a juste pas les solutions et ils recommandent de ne pas publier les solutions pour que tout le monde puisse soit obligé de trouver par eux-mêmes. Mais sinon, c'est un cursus qui est vraiment très intéressant, mais bien sûr, à condition que vous ayez vraiment envie d'aller plus loin dans le système Coq. Merci beaucoup, j'espère que vous allez rester raccroché un petit peu au bout. Et puis, vu que j'ai explosé le temps, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir ou sur les réseaux sociaux.